Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger la partie 1A du sujet E3A PSI Physique Modélisation 2015. Donc sujet que vous pouvez trouver sur le lien inscrit au début de la vidéo ou directement en allant chercher sur le site e3a.fr en naviguant dans le site internet. Alors c'est un sujet qui s'intéresse à l'adaptation d'impédance en puissance pour la partie 1A, donc on va revenir rapidement avant de corriger l'exercice sur cette partie. C'est assez classique, ça peut vous servir dans des exercices d'électricité, mais aussi en TIPE, on va le voir. Et c'est une notion qu'il est bon de connaître, puisqu'en fait elle est aussi assez transverse en physique, on peut la retrouver également lors de l'étude des ondes, et donc c'est ce qu'on va voir dans cet exercice. Alors l'exercice 1A, la partie 1 va s'intéresser à un circuit de ce type-là, et l'objectif est de transmettre le maximum de puissance de cette partie ici qui est le générateur vers le récepteur. Alors c'est ça la notion d'adaptation d'impédance en puissance, et on va en dire deux mots. À quoi ça sert l'adaptation d'impédance en puissance? Eh bien c'est quelque chose qu'on rencontre à chaque fois qu'on va vouloir connecter un générateur de puissance à un récepteur de puissance. Alors un générateur de puissance, ça peut être, vous avez une éolienne qui génère par la connexion de l'arbre de rotation à par exemple une machine synchrone. Donc ici ça va créer un générateur électrique. Donc ici vous avez un générateur de tension. Et puis le but de ce générateur de tension, c'est de fournir de la puissance à, eh bien, par exemple chez vous, une machine à laver qui va tourner, ou un radiateur, ou je ne sais quel dipôle électrique qui va être récepteur. Et l'objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que la puissance transmise soit maximale. Et bien ça va dépendre d'un certain nombre de choses qu'on va voir. Alors, si on essaye d'aller plus profondément dans la modélisation, tout générateur, on peut le représenter par son modèle de Thévenin, qui est constitué d'une source de tension, tout générateur linéaire, et d'une impédance de sortie, qu'ici on note ZG, impédance du générateur. Le récepteur, lui, s'il est linéaire, peut aussi être modélisé par une charge, une impédance de charge, ZU, ici, qu'on note ainsi. Et alors la première idée, c'est de se dire, bon, on relie les deux, puis on regarde quelle est la puissance consommée, quelle est la puissance reçue par ce dipôle. Alors ça va être l'objet de la première question. Et puis, on va se rendre compte qu'il va falloir une condition entre ZG et ZU afin que la puissance transmise soit maximale, et cette condition, nous allons la démontrer dans la deuxième question, c'est que ZG doit être égal à ZU étoile. Alors ça, c'est un résultat très classique, et qui fait que des fois, on a beau avoir un générateur de tension qui potentiellement peut délivrer beaucoup de puissance, un récepteur qui potentiellement peut l'accepter, si on ne vérifie pas cette condition-là, ben on va récupérer qu'une fraction de la puissance qu'on pourrait espérer récupérer. Alors comment faire pour combler ça? Eh bien, on peut introduire entre les deux systèmes un dispositif d'adaptation d'impédance, et ça sera l'objectif des questions suivantes de l'exercice. Donc voilà un petit peu ce qu'on va étudier, ce qu'on va démontrer, et c'est quelque chose de très général. Au passage, si l'impédance de charge ZU et l'impédance de sortie du générateur ZG sont réelles, donc c'est-à-dire que ce sont des résistances, vous avez une relation un peu plus simple qui est qu'il faut que RG soit égal à RU, puisque à ce moment-là, ZG et ZU sont des réels, et donc le complexe conjugué d'un réel, c'est lui-même. Donc la condition ZG égale ZU étoile, si on est uniquement avec des impédances réelles, c'est que la résistance de charge, RU, est égale à la résistance du générateur. Ça peut vous servir en TIPE, par exemple, si vous connectez, par exemple, vous voulez récupérer de l'énergie par une turbine, par exemple d'un courant d'eau, ou vous voulez refabriquer une éolienne, vous connectez votre arbre moteur à, je sais pas, une machine à courant continu, puis vous voulez récupérer le maximum de puissance, et bien il faut mettre une résistance de charge derrière la machine à courant continu, qui a la même valeur que la résistance interne de votre moteur à courant continu, afin d'adapter l'impédance et de récupérer le maximum de puissance. Alors, allons-y pour l'exercice. Juste avant de le corriger, il est intéressant de toujours regarder le rapport de jury. Et le rapport de jury dit que cette partie qui semblait simple fut discriminante. Pour beaucoup, la notation complexe n'est pas maîtrisée, et surtout son utilisation dans les calculs de puissance.
Donc je vous incite à bien aller revoir votre cours avant sur les calculs de puissance en régime complexe, ou d'aller voir les vidéos que nous avons fait sur ce sujet. Et on va juste rappeler ici les formules qui seront nécessaires pour traiter cet exercice. Donc quand on se situe avec des signaux sinusoïdaux et en régime complexe, donc on note U et I le courant aux bornes qui traverse le dipôle, un dipôle D d'impédance Z égale Z de J-phi, avec phi le déphasage courant-tension. Et bien nous avons vu que la puissance moyenne consommée par un tel dipôle, c'était U efficace fois I efficace fois le cosinus du déphasage courant-tension. Nous avons vu également qu'il y avait une autre formule pour calculer la puissance moyenne, qui était la partie réelle de Z fois I efficace au carré, ou la partie réelle de Y, Y étant l'admittance et donc l'inverse de l'impédance Z, fois la tension efficace au carré aux bornes du dipôle. Attention, on ne calcule jamais de puissance complexe P égale U fois I, de laquelle on prendrait éventuellement la partie réelle pour retrouver la puissance instantanée ou je ne sais quoi. On ne fait jamais ça. La multiplication de signaux est une opération non linéaire et donc on ne l'utilise pas lorsqu'on est dans le monde complexe. Il existe une autre formule permettant de calculer la puissance moyenne à partir de U complexe et de I complexe. On n'en a pas besoin a priori pour traiter l'exercice, mais on en parlera un petit peu dans la correction. Donc voilà, vous avez toutes les clés pour chercher l'exercice. Cherchez-le un petit peu, et puis revenez voir la vidéo une fois que vous avez avancé dans la partie 1A, afin de voir la correction et puis voir les petits compléments. Alors, allons-y. Nous allons traiter la première question, où nous avons un circuit électrique ici. On nous demande de calculer I1, puis de calculer la puissance reçue par l'impédance ZU. Alors, pour le calcul de I1, on peut faire une loi d'émail. Je peux définir UG, la tension bande de ZG, et UU, la tension bande de UI. Donc toujours quand vous introduisez des grandeurs dans vos calculs, il faut les dessiner sur le schéma que vous refaites sur votre copie afin que l'examinateur comprenne de quoi vous êtes en train de parler. Alors ici, j'essaye d'utiliser la notation de l'énoncé qui dit qu'à toute grandeur réelle oscillante, on associe la grandeur complexe où on met une barre en dessous du signal et on met la grandeur en majuscule. C'est pourquoi j'ai noté UG et UU en majuscule. Donc on va faire une loi d'émail, et puis on va pouvoir dire que UG c'est ZG fois I1, puisque ZG est en convention récepteur, de même pour UU. Alors allons-y. La maille donne que EG moins UG moins UU égale 0, et de plus on a les lois d'Ohm généralisées en complexe qui nous disent que UG c'est ZG fois I1, et UU, c'est ZU fois I1. Et bien si on combine ces trois équations et qu'on factorise par I1, on trouve tout de suite que I1, c'est EG sur ZG plus ZU. On nous demande ensuite la puissance dissipée reçue par ZU, la puissance moyenne reçue par ZU, P de ZU. Alors on pourrait utiliser une formule avec UU efficace fois I1 efficace cosinus phi, mais on n'a pas forcément l'expression de phi, c'est pas forcément immédiat. Le plus simple, étant donné qu'on sait que ZU égale RU plus JXU, on a des informations sur les parties réelles et les parties imaginaires des impédances. Au passage, la partie réelle d'une impédance, on appelle ça la résistance, et X, on appelle ça la réactance. Le coefficient qui apparaît dans la partie imaginaire d'une impédance, c'est la réactance. Alors, étant donné qu'on a ces informations-là, on pourrait être tenté d'utiliser la formule P de ZU égale RE de ZU fois I efficace au carré. Alors ici, c'est le courant 1 efficace au carré, puisque c'est le courant 1 qui traverse l'impédance ZU. Ok, donc la partie réelle de ZU, c'est RU. Alors, courant efficace I1 au carré, ce qu'on sait, c'est que le courant efficace, quand on a un courant sinusoïdal, c'est l'amplitude du courant divisé par racine de 2. Donc ici, je pourrais mettre I1, 0 pour amplitude du courant I1, sur 2, avec un carré ici. Donc ça serait l'amplitude de I1. Pareil, quand vous introduisez des notations, vous les définissez de telle sorte que le correcteur comprenne de quoi vous êtes en train de parler. Et on sait que l'amplitude de I1, c'est le module de son signal complexe associé. Donc on peut tout de suite déduire que
P de ZU, c'est RU sur 2 fois le module de I1 complexe au carré. Et là, je remplace par l'expression trouvée juste au-dessus. Ça nous donne RU sur 2 fois module de G au carré sur module de ZG plus ZU au carré, puisque le module d'un quotient est égal au quotient des modules. Alors, le module de EG au carré, je le laisse tel quel, puisque c'est une des données attendues dans la réponse. En revanche, ça, j'utilise que c'est RG plus RU plus J XG plus XU, puisque nous avons les expressions de ZG, ZU, et afin de calculer le module, je regroupe la partie réelle RG plus RU avec la partie imaginaire XG plus XU, et le module de A plus JB, c'est racine de A carré plus B carré. Donc ici, je peux directement calculer le module en disant que c'est RG plus RU au carré plus XG plus XU au carré, et voici donc la puissance moyenne consommée par ZU, et ça c'est le résultat attendu, donc je l'encadre en couleur. Donc voilà pour cette première question. Alors, on va nous demander dans la deuxième question de maximiser cette puissance, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors dans la deuxième question, on nous demande d'utiliser l'expression trouvée pour la puissance pour montrer que cette puissance est maximale pour une certaine valeur d'impédance ZU de charge qui sera égale à RU plus JXU, qui doit être égale donc à RG moins JXG. Et c'est quand on choisira l'impédance de charge qui vaudra RG moins JXG qu'on aura la puissance reçue par ZU maximale. Donc autrement dit, dans cet exercice, on cherche quelle impédance mettre en charge pour récupérer le maximum de puissance du générateur. Alors, on regarde un petit peu, on voit que RU, on doit trouver RU et XU. Alors RU, il intervient au numérateur, au dénominateur de la puissance PZU, donc c'est pas forcément évident immédiatement de voir quelle est son influence et quand est-ce qu'il va maximiser PZU. En revanche, XU, lui, n'apparaît qu'au dénominateur. Donc il va suffire de trouver la valeur de XU qui minimise le dénominateur. Trouvons XU minimisant le dénominateur afin de maximiser PZU. Donc XU qui minimise RU plus RG au carré plus XU plus XG au carré. On a une somme de deux carrés, elle va être minimale quand chacun des carrés est minimal. XU, a priori, XU étant que dans un des seuls carrés, les deux carrés sont indépendants. Et donc XU ne peut que minimiser ce carré-là. Et comment on minimise un carré? Eh bien en le rendant nul, puisqu'un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc il faut ici que XU plus XG soit égal à 0. Autrement dit, pour minimiser le dénominateur, donc maximiser P de ZU, il faut que XU soit égal à moins XG. Donc voici la première partie de la réponse. Et donc, l'avantage c'est que maintenant on peut se placer dans ce cas-là et que PZU se simplifie, il est égal à RU sur 2 fois EG au carré sur RU plus RG au carré. Alors il faut maintenant trouver RU qui maximise PZU. Alors c'est pas si évident cette fois-ci puisque RU apparaît au numérateur dominateur. Alors on peut faire une petite analyse de l'évolution de PZU en fonction de RU. On voit par exemple que quand RU tend vers 0 ici, eh bien la puissance PZU va être nulle de par la présence de RU ici au numérateur. Quand RU va être très grand, RU va tendre vers l'infini, on aura ici du RU sur RU carré qui tendra vers 0, et donc la puissance PZU tend aussi vers 0. Cependant, la puissance PZU n'est pas toujours nulle, et cette grandeur-ci est toujours positive, donc la puissance PZU va forcément passer au moins une fois par un maximum, et donc le but, ça va être de trouver ce RU max. Alors comment faire? Eh bien, une technique de recherche de maximum, c'est de calculer la dérivée de PZU par rapport à RU et de voir quand est-ce qu'elle s'annule. Si elle s'annule une seule fois, eh bien ça sera forcément un maximum d'après l'étude qu'on vient de faire, et ça sera pour la valeur de RU que l'on est en train de chercher. Donc calculons la dérivée de ZU, de la puissance dissipée par ZU par rapport à la résistance RU. Donc on a quelque chose de la forme U sur V, si on pose U le numérateur et V le dénominateur. Donc ça fait U', V
donc en dérivant par rapport à RU, donc U' c'est EG carré, V c'est 2 RU plus RG le tout carré, moins U, donc RU EG carré, V', donc la dérivée du dénominateur par rapport à RU, ça va faire 4 RU plus RG, le tout sur V carré, RU plus RG au carré. Et donc nous on veut que cette dérivée soit nulle pour trouver la valeur de RU qui maximise PZU. Une fraction est nulle si son numérateur est nul. Donc on peut écrire qu'on va avoir EG carré, 2EG carré facteur de RU plus RG au carré moins RU facteur de... alors moins 4RU, EG carré facteur de RU plus RG égale 0. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent se simplifier. Déjà les EG carré. Là on a un RU plus RG qui peut se simplifier avec, avec le carré. Et on a le 2 ici qui peut se simplifier avec le 4. Et donc on trouve que RU plus RG égale, si on fait passer de l'autre côté, 2RU. Et donc on en déduit que RU égale RG. Alors juste au passage, quand j'ai simplifié ici le RU plus RG au carré avec le RU plus RG, ça suppose que RU plus RG est non nul, et ça suppose qu'on n'a pas RU égale moins RG. Mais on suppose ici que RU attendue est positive, puisque RU plus RG égale 0 est également une réponse, sauf que si RU plus RG égale 0, on a le dénominateur ici qui vaut 0, et donc la puissance reçue par ZU tend vers l'infini, ce qui n'est pas ce qu'on attend a priori ici. Donc on a ici une partie réelle de Z, U, qui est positive et qui vaut RU égale plus RG. Donc on a bien démontré que RU plus JXU, d'après les deux résultats ici et ici, est égal à RG moins JXG. Et donc on a démontré un résultat fondamental de l'adaptation d'impédance, c'est qu'on a adaptation d'impédance si l'impédance de charge ZU est égale à l'impédance de sortie du générateur complexe, est égal au conjugué de l'impédance de sortie du générateur. Alors on nous demande maintenant d'exprimer PZU, P fourni par le générateur et PZG. Alors bon, pour PZU, ça va être immédiat, puisqu'on a l'expression ici dans laquelle il n'y a plus qu'à remplacer XU, XUG par leur expression. Donc allons-y. On va avoir PZU qui est égal à RU, je peux le remplacer par RG, RG sur 2, facteur de module de G carré, sur RU plus RG, ça va faire 2RG, donc le tout au carré, 4RG carré, et XU plus XG est égal à 0, puisque XU égale moins XG. Donc, autrement dit, P de ZU est égal à RG EG carré sur 8 RG carré, donc les RG en plus se simplifient, donc je vais avoir 8 sur RG. Au passage, on a fait beaucoup de calculs, donc on peut vérifier l'homogénéité. On a une tension au carré sur une résistance, U carré sur R. C'est bien homogène à une puissance. Donc voici la puissance dissipée par ZU. On pourrait de la même manière chercher la puissance dissipée par ZG. Alors ça va faire partie réelle de ZG fois I efficace au carré, sachant que le courant qui circule dans ZG est le même que celui qui circule dans ZU. On va trouver RG par la même méthode que précédemment, facteur de I efficace au carré, mais RG c'est égal à RU fois I efficace au carré, et donc finalement ça c'est la puissance qui est dissipée dans ZU, donc PZG égale PZU égale EG carré sur 8RG. Il nous reste maintenant donc à déterminer la puissance fournie par le générateur EG. Donc, on rappelle, on avait ZG, EG et ZU. Et bien alors, on peut utiliser un argument de conservation de puissance.
Finalement, toute la puissance moyenne fournie par EG va être égale à la puissance consommée en moyenne par ZG plus la puissance moyenne consommée par ZU. Ce qui fait qu'on peut additionner deux résultats précédents et on va trouver EG carré sur 4RG. Donc la puissance fournie par EG, c'est EG carré sur 4RG. Alors si on avait voulu le démontrer en repassant par les tensions et les courants, donc on a ici le courant I1 qui sort comme ça de EG, et EG ici la tension complexe. Alors le problème c'est que EG est une source de tension, ce n'est pas une impédance, donc on n'a pas de formule directement pour calculer la puissance moyenne qu'elle fournit. Ce qu'on peut dire c'est que P égale EG fois I1, donc ça ce sont les courants et tensions réels, donc associés à EG et à I1, ça c'est la puissance instantanée fournie par le générateur. C'est une puissance fournie et non reçue, puisque ici EG et I1 sont en convention générateur, puisqu'ils sont toutes les deux orientés vers le haut. Alors comment calculer la puissance moyenne, qui serait donc la moyenne de la puissance fournie par le générateur? Alors je vous ai dit on n'a pas le droit de passer en complexe EG fois I1, par contre, lorsqu'on a un produit de deux signaux, A et B en régime sinus, on peut montrer que la valeur moyenne de A fois B, c'est égal à 1/2 de la partie réelle de A complexe fois conjugué de B complexe. Et donc ici, la puissance fournie par EG, qui est la valeur moyenne de EG fois I1, on peut dire que c'est 1/2 de la partie réelle de EG complexe fois I1 étoile. Or, I1 est égal à EG sur ZU plus ZG, mais ZU plus ZG, comme ZU et ZG sont des complexes conjugués, ça donne RU plus RG. Donc si on prend le complexe conjugué, ben, EG devient EG complexe conjugué, mais le dénominateur étant réel, il reste identique. On en déduit donc que la puissance fournie par EG, c'est 1/2 de la partie réelle. Donc EG fois EG étoile donne EG au carré, module de EG au carré, sur RU plus RG, ce qui donne, comme ce terme-là entier est un réel, il est égal à sa partie réelle, et on en déduit que P de EG égale EG carré sur 2 RU plus RG, mais comme RU égale RG, on trouve que P de EG égale EG carré sur 4 RG, et on retrouve le même résultat que précédemment. Alors pourquoi je vous ai donné cette méthode? Ben, parce que déjà, elle permet d'utiliser une propriété qui revient souvent lorsqu'on calcule des énergies des puissances en régime complexe. Elle reviendra par exemple aussi avec le vecteur de Poynting en électromagnétisme, et donc elle est intéressante à connaître, cette propriété de la moyenne du produit de deux signaux. Et puis aussi parce que on a utilisé ici un argument de conservation de puissance, qui est vrai, hein, et qu'on a le droit d'utiliser, mais quand on regarde bien l'énoncé, il nous demandait d'abord la puissance consommée par ZU, puis celle fournie par EG, puis celle consommée par ZG. Alors que dans la résolution initiale, j'ai d'abord calculé PZU, ensuite P de ZG pour sommer les deux pour trouver PEG. Donc on peut s'attendre à ce que l'énoncé s'attendait plutôt à la méthode faite ici avec cette valeur pour trouver EG. En tout cas, les deux méthodes sont acceptables. Alors, avant de continuer sur la question 3, je voudrais revenir sur un point important sur la notion d'adaptation d'impédance, puisque c'est une grandeur qu'on rencontre plusieurs fois dans le programme, pour des situations différentes, et on ne le précise pas forcément, donc je voudrais distinguer deux types d'adaptation d'impédance. Il y a l'adaptation d'impédance qu'on est en train de faire, donc l'adaptation d'impédance en puissance.
C'est-à-dire, nous avons un générateur qui a une impédance de sortie et une source qui est assimilable à une impédance de sortie et une source de tension. On a une charge, c'est-à-dire quelque chose qu'on va brancher sur le générateur. Et l'adaptation d'impédance sera optimale, elle sera faite, c'est-à-dire que la puissance transmise du générateur au récepteur sera maximale si ZU égale ZG étoile. Ça, c'est l'adaptation d'impédance en puissance, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a une autre adaptation d'impédance, cette fois-ci qu'on utilise plutôt en électronique, c'est l'adaptation d'impédance en tension. Et elle est complètement différente, elle dit que quand on met des circuits les uns derrière les autres, donc là imaginons un circuit 1 et un circuit 2, le circuit 2 ne va pas perturber le circuit 1 si l'impédance d'entrée du circuit 2 est très grande devant l'impédance de sortie du circuit 1. Alors, ce sont des conditions donc qui n'ont rien à voir entre l'adaptation d'impédance en puissance où le but c'est de transmettre le maximum de puissance à la charge, donc au récepteur. Et ici, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en cascade différents montages et que chacun se comporte toujours comme s'il était tout seul. C'est-à-dire qu'on est capable d'étudier des circuits électroniques tout seul, et on veut que quand on les met en cascade les uns par rapport aux autres, leur fonctionnement n'est pas modifié par rapport au cas où ils fonctionnaient seuls, ce qui est très pratique, puisque quand on a quelque chose de compliqué à étudier, on va pouvoir le diviser en une somme de circuits plus simples, les étudier chacun indépendamment, et puis après mettre tous les circuits les uns derrière les autres, et espérer que leur fonctionnement n'est pas modifié. Eh bien, on pourra faire cette mise en cascade si les impédances d'entrée des montages sont très grandes devant les impédances de sortie des montages qui sont avant. Alors, par exemple, pour réaliser ça, on utilise des montages à base d'amplificateurs opérationnels, on utilise des suiveurs. Voilà, toute cette thématique, c'est l'adaptation d'impédance en tension. Alors que ce qu'on vient de voir ici, c'est l'adaptation d'impédance en puissance qu'on verra aussi dans les ondes. Par exemple, typiquement, si on prend une onde acoustique, vous avez une onde acoustique qui avance, elle change de milieu. Chaque milieu a une impédance acoustique, et bien on verra que le coefficient de réflexion va dépendre de la différence d'impédance acoustique entre deux milieux, et que si ces impédances acoustiques sont identiques, et bien on aura adaptation d'impédance, et la puissance acoustique pourra passer d'un milieu 1 vers un milieu 2. Et bien là on est dans l'adaptation d'impédance en puissance. Alors que tout ce qui concerne les résistances d'entrée très grandes, c'est l'adaptation d'impédance en tension, et il faut bien différencier ces deux points-là. Alors voilà, on va revenir désormais à la question A3. Alors on nous dit que comme potentiellement ZU n'est pas égal à ZG étoile, on a un montage qui n'est pas forcément adapté en impédance, donc on va introduire entre le générateur et la charge deux réactances, JX1, JX2, ce sont des réactances puisque ce sont des impédances qui n'ont pas de partie réelle. Et ici on nous simplifie un petit peu ZG, il n'est égal que à RG, c'est-à-dire que ZG n'a pas de partie imaginaire. Et on essaye de voir quel composant on doit choisir pour X1 et X2, de manière à maximiser la puissance qui va du générateur vers le récepteur. Alors, déjà il faut se dire, bah oui, mais on va maximiser la puissance, mais on rajoute deux composants, est-ce que ces composants vont pas consommer de puissance? Eh bien, on peut tout de suite remarquer que P de X1 égale 0 et P de X2 égale 0, ces composants ne consomment pas de puissance moyenne, puisqu'on sait que la formule qui permet de calculer la puissance moyenne consommée, ça peut être partie réelle de Z, courant efficace au carré qui traverse le composant, et ici la partie réelle de Z dans les deux cas est nulle. Donc on va ajouter deux réactances de telle sorte qu'elles ne consommeront pas de puissance, mais qu'elles vont permettre à la puissance de mieux transiter du générateur vers la charge ZU. Alors on nous demande de montrer qualitativement que les deux réactances X1 et X2 modifient l'impédance de charge, vu depuis le générateur. Bah oui, parce que si on se place depuis le générateur, on a désormais tout ce dipôle qui va faire une charge ZU', différente de ZU a priori, puisque ZU' correspond à JX1 en série avec JX2 parallèle à ZU. Ce qui fait que si on faisait le calcul, ça fait JX1
Quand on a deux impédances en parallèle, on peut utiliser la formule du produit fois la somme. Donc JX2 ZU sur JX2 plus ZU. Ok. Alors, donc ça c'est bien différent, a priori, de ZU. Donc, les deux réactances X1 et X2 modifient l'impédance de la charge vue par le générateur. Et on nous demande de montrer qualitativement qu'elles permettent de faire une adaptation d'impédance entre le générateur et le reste du montage. Alors, ici, l'adaptation d'impédance sera vérifiée. Si, eh bien, on reprend le résultat vu dans la question précédente, si ZU' est le complexe conjugué de ZG. Or, ZG ici, c'est uniquement RG, donc c'est égal à RG. Donc il faut que ZU' soit égal à RG. Alors comment faire ça? Eh bien, si on analyse un petit peu, on va pas faire le calcul, puisque on demande une analyse qualitative. On a deux paramètres X1 et X2 réglables. On voit que le paramètre X1 n'apparaît que ici, c'est-à-dire dans la somme finale du calcul de ZU', donc X1 va servir à annuler la partie imaginaire de ZU', puisque si ce terme-là a une partie imaginaire non nulle, eh bien on choisira X1 de telle sorte à ce que la partie imaginaire de ZU' soit nulle, puisque JX1 va se rajouter au terme encadré en pointillé. Et X2, bah, lui, va servir à... On va le choisir de telle sorte à ce que la partie réelle, on en déduit que X2 sert à annuler la partie réelle. Non, pardon, pas à annuler la partie réelle, à faire que la partie réelle de ZU' soit égale à quoi? Eh bien à RG, c'est notre but, hein. ZU' doit être égal à RG. Donc que la partie réelle de ZU' soit égale à RG. Donc vous voyez, on doit tout faire pour transformer, si on revient ici, ZU en ZU' égale RG. Pour ça, on a deux réactances JX1 et JX2. Et avec ce calcul-là, on va s'arranger de choisir X2 tel que la partie réelle de ZU' soit XG, et on annulera la partie imaginaire restante avec JX1. Voilà ce qu'on fait. Alors on pourrait faire le calcul, mais c'est pas forcément ce qui est demandé ici. On nous donne un tracé, figure 3, où on vous donne les lieux des points donnant Xin égale 0 et Rin égale 50 ohms. Alors ça veut dire quoi, Xin et Rin? Eh bien, c'est la résistance équivalente et la réactance équivalente de l'impédance équivalente Zin, qui est ce que nous on a appelé ZU'. Notre objectif, c'est bien d'avoir ZU', hein, donc qui est ici nommé Zin dans l'énoncé, qui vaut RG. Donc notre objectif, c'est d'avoir partie réelle de ZU' égale RG et partie imaginaire de ZU' égale 0. Et RG, ça vaut 50 ohms. Donc notre but, c'est d'avoir la partie réelle de notre impédance ZU' qui est aussi notée Rin qui vaut 50 ohms et la partie imaginaire qui est notée Xin qui vaut 0. Eh bien, ce sont justement tous les valeurs de X1 et X2 qui permettent d'avoir Rin égale 50 ohms sont ici et ici. Et les valeurs de X1 et X2 permettant d'avoir Xin égale 0 ohm sont ici. Et nous, on veut les deux à la fois. On veut à la fois Xin égale 0 ohm et Rin égale 50 ohms. Ben, la seule possibilité, c'est d'être ici ou d'être ici. Dans chacun des cas, on peut ainsi relever la valeur de X1 et la valeur de X2 qui permettent de vérifier à la fois Rin égale 50 ohms et Xin égale 0 ohm. Alors, on a donc deux possibilités, deux couples X1 et X2 qui permettent d'y arriver. Donc, je les ai relevés ici. Alors, la possibilité 1, c'est X1 égale 50 ohms et X2 égale moins 70 ohms. Donc, c'est celle-ci. Ça, c'est la possibilité 1. Et la possibilité 2, ce qu'on va appeler la possibilité 2, c'est celle-ci.
où cette fois-ci x1 vaut moins 50 ohms, on l'a en projetant x1 comme ça, et x2, on le trouve égal à 250 ohms par projection. Alors, si on a x1 égale 50 ohms, c'est positif, c'est-à-dire que la partie imaginaire de z est positive, ça veut dire, la seule manière d'avoir une partie imaginaire de z positive, c'est avoir quelque chose du type JL oméga. Et donc, on a ici x1 qui va être égal à L fois oméga, qui vaudra 50 ohms, et ça va nous donner, comme on connaît la fréquence qui est de 860 MHz des signaux ici, on trouve une inductance de 9,3 Henry. Si on trouve une partie imaginaire de l'impédance qui est négative, c'est qu'en fait, on ne peut pas réaliser ça avec une bobine, parce que JL oméga donnera toujours x1 positif. Il faut prendre un condensateur, puisque si on a un condensateur, Z c'est 1 sur JC oméga, c'est donc moins J sur C oméga, ou c'est J fois moins 1 sur C oméga, et là ça nous permet bien d'avoir une réactance X négative. Donc, si on a une réactance positive, c'est forcément une bobine qui va être utilisée. Si on a une réactance négative, c'est forcément un condensateur qui va être utilisé. Et on le dimensionne en disant que 1 sur C oméga doit être égal à 70 ohms. On trouve alors une capacité de 2,6 picofarad. Donc voici le premier couple possible pour fabriquer l'adaptation d'impédance. Le deuxième couple possible, cette fois-ci on a x1 qui vaut moins 50 ohms et x2 qui vaut 250 ohms. C'est C1 égale 3,7 picofarad et L2 égale 46 nanohenry. Donc voilà un peu, alors l'énoncé demande quel est le couple à favoriser. Bon, alors c'est pas quelque chose d'évident, parce qu'on a des valeurs de composants qui sont proches. Des condensateurs en picofarad, ça va pas poser de problème. Alors peut-être qu'il s'agit des inductances qu'il faut étudier. Alors bon, cette inductance est plus faible que celle-là. Peut-être qu'elle nécessitera moins de spire et donc sera plus facile à fabriquer. Bon, en tout cas là, il n'y a pas une réponse évidente au couple à choisir, donc je ne réponds pas à cette question-là. Alors on nous explique que le montage précédent avec x1 et x2 permettait de réaliser l'adaptation d'impédance quand RG était plus petit que RU. Donc RG c'était la résistance du générateur et RU la résistance, la partie réelle de l'impédance ZU. Donc en gros, ça veut dire que en ajoutant x1 et x2 de cette manière-là, quand on regardait depuis ce point de vue-là, on voyait, souvenez-vous, Rin qui était égal à RG, donc plus petit que RU, donc finalement mettre x1 et x2 comme cela permet de baisser finalement la résistance du montage à droite. Donc maintenant si on veut l'augmenter ça serait aussi la baisser, mais en regardant depuis par ici. Donc on peut imaginer qu'on va inverser les positions de x1 et x2, c'est-à-dire qu'on va commencer par mettre jx1 comme ça et jx2 ici, de telle sorte que maintenant on aura RG plus grand que RU, mais que cette fois-ci c'est en regardant par ici qu'on va, en regardant depuis ici, qu'on va baisser l'impédance, donc on va diminuer RG pour la faire être égale à RU, et donc dans le cas où RU sera plus petit que RG, on aura un schéma qui permettra de réaliser l'adaptation d'impédance quand RG sera plus grand que RU.